Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons reprendre chacune des catégories de charges sociales et patronales et nous allons les étudier. Alors, les charges sociales salariales, CSS en abrégé, les charges sociales salariales. Alors d'abord, vous vous souvenez, il y a les charges sociales salariales versées à l'URSSAF. Alors l'URSSAF, entre parenthèses, ça veut dire Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales. Quelles sont ces différentes charges sociales salariales versées à l'URSSAF? Donc, nous avons en premier l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, l'assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée, nous y reviendrons plus tard. Entre parenthèses, vous allez comprendre, faites-y attention, parce que vous savez, dans le langage commun, dans le langage populaire, on parle de la retraite, vous savez, la cotisation retraite. Eh bien, vous allez voir que l'assurance vieillesse, vous allez la payer à deux organismes différents, l'URSSAF, donc c'est l'assurance vieillesse que vous paierez à l'URSSAF, et ensuite en retraite complémentaire à d'autres organismes sociaux. Donc l'assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée qui va vous poser problème tout à l'heure, CSG, déductible et non déductible, sur heures sup et hors heures sup. La contribution au redressement de la dette sociale, CRDS, sur heures sup et hors heures sup. Alors, une petite remarque. Le taux de la CSG, donc, et le taux de la CRDS, non déductible hors heures sup, est de 97% de, et moi je dis bien, je sépare bien, 97% de salaire de base, plus prime imposable, plus cotisation patronale de prévoyance hors heures sup. Je répète pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, attention, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la CSG et la CRDS hors heures sup et ensuite sur heures sup. Je répète, le taux de cotisation CSG, CRDS non déductible sur hors heures sup, c'est 97% de quoi? 97% du salaire de base, plus les primes imposables, plus les cotisations patronales de prévoyance hors heures sup. Encore une fois, ça, c'est pas à prendre par cœur. Je vous ai dit que les bases de calcul, vous les aurez en annexe. Mais j'attire votre attention sur les bases de calcul qui déjà vont vous poser problème. Vous voyez, ce n'est pas écrit, par exemple, que le taux de CSG, CRDS non déductible hors heures sup, c'est 97% du salaire brut. Est-ce que vous comprenez la différence, hein? Il faudra bien lire ce que vous dit l'énoncé. Le taux de la CSG déductible hors heures sup est de 97% de quoi? Salaire de base, plus prime imposable, plus cotisation patronale de prévoyance, hors heures sup, bien entendu. D'accord? Ensuite, le taux de CSG et de CRDS déductible sur heures sup, cette fois-ci, c'est aussi 97%, mais 97% de quoi? C'est comme son nom l'indique, des heures sup, plus les cotisations patronales de prévoyance sur heures sup, ce qui est tout à fait logique. D'accord? Conséquence, pour les trois cotisations ci-dessus, vous allez comprendre, vous le voyez, il faudra d'abord calculer les cotisations patronales de prévoyance hors heures sup ou sur heures sup selon le cas, avant de calculer la cotisation salariale. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je vous ai dit, regardez bien, le plus important, c'est la base de calcul. C'est clair? Et c'est là-dessus qu'on appliquera le pourcentage. Le pourcentage vous sera donné. Là, les bases de calcul, ça vous sera donné. Mais comprenez-le, pour avoir du côté salarial, d'accord, la base de calcul de ces cotisations, il vous faut quoi? Exemple ici, le salaire de base plus les primes imposables, pas de problème, mais plus les cotisations patronales. Donc il faudra d'abord calculer les cotisations patronales, vous comprenez ce que je veux dire, avant de pouvoir calculer la cotisation salariale sur CSG déductible et non déductible, puisque j'ai besoin de cette partie de cotisation patronale. D'accord? Donc, attention, par ailleurs, la CSG et la CRDS hors heures sup ne sont pas déductibles fiscalement. C'est encore une petite bizarrerie de la fiscalité française. Ça veut dire que vous serez imposé potentiellement sur plus d'argent que ce que vous avez gagné. D'accord? Puisque la CSG et la CRDS, vous la payez, d'accord? Donc c'est ce que vous gagnez en moins sur le salaire net, mais c'est imposable.
D'accord? Donc vous êtes imposé sur plus que ce que vous gagnez. OK. Ensuite, bien comprendre, on en a parlé tout à l'heure, les heures supplémentaires sont exonérées d'impôt sur le revenu. Alors, justement, nous y voilà avec les réductions de cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Alors, je tiens à vous rassurer tous, j'ai intégré dans mon cours cette partie-là, réduction de cotisations salariales sur heures sup, et ensuite, on le verra, la même chose pour les cotisations patronales, je l'ai intégré dans mon cours, écoutez bien, c'est hors programme. Vous entendez bien? C'est hors programme. On ne vous demandera pas de les calculer. Oui, mais j'ai sur Contalien des centaines, des milliers d'étudiants qui font comme vous, sauf que c'est à distance, qui suivent nos cours, et la plupart d'entre eux travaillent en cabinet. On est d'accord? Or, s'ils travaillent en cabinet, ça veut dire qu'ils ont des vraies fiches de paye. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dans le cadre de l'examen, on ne vous donnera pas de vraies fiches de paye. Mais dans la réalité, il y a des vraies fiches de paye. Et sur les vraies fiches de paye, s'il y a des heures supplémentaires, il y a un certain nombre de retraitements à faire. Or, ces gens me demandent sans arrêt, et pourquoi sur ma fiche de paye, sur la fiche de paye ou sur ma fiche de paye, il y a des réductions Fillon, vous n'en parlez pas dans le cours, etc., etc. Pour régler ce problème, je l'intègre dans le cours, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas demandé à l'examen, et je vais même aller plus loin. Comme vous le verrez sur les cas pratiques que j'ai refaits en tenant compte de cela, s'il y a des heures supplémentaires, eh bien, tout ce qui est partie réduction Fillon sur la fiche de paye, que ce soit pour la part salariale ou la part patronale, ce sera déjà rempli. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura pas à le remplir. Là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais vous n'aurez pas à le remplir. Ça sera rempli. Ou alors, encore mieux, dans le cas d'un examen, il n'y aura pas du tout d'heures supplémentaires. S'il n'y a pas d'heures supplémentaires, le problème est réglé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je répète, que vous n'ayez pas d'ambiguïté. Si sur la fiche de paye, il y a des heures supplémentaires, vous m'entendez, les réductions Fillon, dans le cadre de la loi TEPA, dont je vais parler maintenant, ça sera rempli. Moi, dans tout le cours, dans tous les cas pratiques, dans tous les devoirs, s'il y a des heures supplémentaires, je remplis cette cellule et je mets un renvoi pour expliquer comment, avec la formule détaillée, comment ça a été calculé, pas au hasard. On est d'accord? Je vais quand même donc vous l'expliquer. Donc la réduction de cotisation salariale sur heures supplémentaires. Alors, le principe, c'est que, à la somme des charges sociales salariales versées à l'URSSAF, tel qu'on vient de le voir, il faudra appliquer une réduction si le salarié a effectué des heures supplémentaires ou complémentaires. Vous me suivez? Il y aura une réduction. On calcule comme on l'a fait. Je ne sais pas si vous avez repéré, mais vous n'avez peut-être pas fait attention, mais j'ai appelé ça cotisation salariale URSSAF et j'ai écrit entre parenthèses hors réduction Fillon, fermez la parenthèse. C'est maintenant qu'on va voir les réductions Fillon. D'accord? Donc, à la somme des charges sociales salariales versées à l'URSSAF, tel qu'on vient de le voir, il faudra appliquer une réduction si le salarié a effectué des heures supplémentaires. Donc, toute heure supplémentaire ou complémentaire ouvre en effet droit à une réduction de cotisation salariale de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération dans la limite des cotisations et contributions d'origine, bien entendu, légales ou conventionnelles, rendues obligatoires par la loi et dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Ça vous paraît bien compliqué tout ça? Mais ça, c'est typique du droit du travail, c'est la phrase classique. Donc on est d'accord, ça veut dire quoi? Tout salarié qui fait une heure supplémentaire, 1 ou 10 ou 20, peu importe, du moment que ça reste dans le cadre de la loi, eh bien, ça donne droit à une réduction de cotisation salariale de sécurité sociale. Ainsi, en fait, la rémunération nette perçue par le salarié pour ces heures s'en trouve augmentée. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque sur les heures supplémentaires, vous ne payez pas le même taux de cotisation que pour les heures normales. D'accord? Donc, la rémunération nette perçue par le salarié pour ces heures s'en trouve augmentée. Autrement dit, la réduction de cotisation salariale entraîne en fait que les heures supplémentaires sont quasiment exonérées de charges sociales salariales. Alors, quel est le mode de calcul de la réduction de cotisation salariale sur heures supplémentaires? Eh bien, cette réduction égale rémunération des heures supplémentaires multiplié par le taux de réduction
Alors, vous voyez, rémunération des heures supplémentaires à 25 et à 50, multiplié par le taux de réduction. Alors là, excusez-moi, je vais peut-être en fâcher certains, mais voilà encore sûrement quelqu'un, un bac plus 12, qui nous a inventé une usine à gaz. Et vous allez voir l'usine à gaz que c'est, cette histoire d'heures supplémentaires, d'allègement de charges sociales, salariales et patronales. Il suffisait évidemment de diminuer le taux de cotisation d'un certain montant pour faire quelque chose de très simple, mais ça c'était beaucoup trop simple, en fiscalité c'est beaucoup trop simple ça, donc on a fait une usine à gaz. Je vous invite à visiter cette usine à gaz. Donc là, il faut bien que les comptables, votre futur métier, vous ayez du travail. Si c'était trop simple, ce ne serait pas la peine, tout le monde pourrait le faire. Là, vous allez voir que tout le monde ne peut pas le faire déjà, vous voyez. Donc la réduction, ça va être la rémunération des heures supplémentaires, donc payée à 25 et à 50%, multiplié par un taux de réduction. Mais c'est quoi ce taux de réduction? Le taux de réduction, c'est le montant mensuel des cotisations et contributions à la charge du salarié divisé par la rémunération brute, donc y compris les heures supplémentaires et les primes imposables. Et ça commence à énerver déjà, vous voyez, c'est d'accord, mais c'est pas le tout, bien entendu, avec un taux maximum de réduction qui est fixé à 21,50%. Remarque quand même, le calcul de cette réduction de cotisation salariale sur heures supplémentaires, donc, encore une fois, dépasse le cadre de CRTE. En conséquence, dans les cas pratiques ou dans les devoirs, cette réduction sera donnée par l'énoncé, donc par mois, d'accord, et indiquée sur la fiche de paye à remplir. Donc vous n'avez pas à comprendre, à le calculer. Mais je veux que vous compreniez, parce que d'ailleurs sur vos propres fiches de paye, ça peut arriver. Je veux que vous soyez capable de vérifier le montant que on vous applique de réduction. On est d'accord ? Toutefois, le problème, c'est que pour les écritures, parce que je vais vous apprendre évidemment à enregistrer les fiches de paye, les réductions de cotisation, ça va avoir un impact sur les écritures. Donc c'est une chose de se moquer, de savoir comment on calcule les réductions, c'est pas au programme, c'en est une autre d'intégrer ces réductions dans les écritures, parce qu'alors ça, par contre, c'est important, d'accord ? Donc c'est pour ça que j'ai écrit, toutefois pour les écritures, il ne faudra pas oublier de retirer cette réduction des charges sociales dues à l'URSSAF, hors réduction, bien entendu. Ensuite, les charges sociales salariales versées aux autres organismes sociaux. Alors, vous avez les charges sociales versées au Pôle emploi, donc l'assurance chômage versée par le Pôle emploi qui regroupe désormais, vous êtes d'accord, vous le savez, la CEDIC et la NPE qui ont regroupé pour s'appeler maintenant le Pôle emploi, d'accord. Alors ACEDIC, c'est Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, et ANPE, Agence nationale pour l'emploi, bien connue. Les charges sociales salariales versées aux caisses de retraite complémentaires. Donc là, les charges sociales salariales versées aux caisses de retraite complémentaires, vous vous souvenez tout à l'heure ce que je vous disais? Vous avez vu pour les charges sociales payées à l'URSSAF, à l'intérieur, il y avait la vieillesse, on est d'accord. Autrement dit, c'est quoi? C'est la retraite, mais la retraite de la Sécu, ce que dit tout le monde. Là, vous voyez qu'en plus, il y a aussi des charges sociales salariales qui doivent être versées aux caisses de retraite complémentaires. Donc il s'agit des organismes collecteurs des cotisations de retraite complémentaires pour les cadres et les non-cadres. Alors vous avez l'ARCO, l'Association des régimes de retraite complémentaires, l'AGIRC, Association générale des institutions de retraite des cadres, AGFF, Association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARCO, la prévoyance cadre et non-cadre hors heures sup et sur heures sup, la cotisation exceptionnelle temporaire, la CET. Ensuite, vous avez par exemple l'APEC. Alors l'APEC, c'est facile, ça veut dire APEC, Agence pour l'emploi des cadres. Donc c'est une cotisation que ne payent que les cadres, bien entendu. Alors maintenant, nous allons voir quelque chose d'important qui va vous intéresser au premier chef, je vous connais, bien sûr, parce que vous allez dire, oui, tout ça c'est gentil, mais combien je gagne? Voilà, le salaire net à payer, d'accord? Autrement dit, ça c'est ce que vous percevrez à la fin de chaque mois. Donc, alors, quand je dis mois, oui, c'est le mois, mais maintenant, si jamais vous travaillez, vous savez, dans les agences d'intérim, souvent, les salaires sont versés par semaine. D'accord ? Et il y a d'autres pays, par exemple comme aux États-Unis, où souvent les salaires sont payés par décade, tous les 10 jours. En France, l'habitude générale, c'est le plus général bien sûr, c'est d'être payé par mois. Donc je vous rappelle que
le salaire doit être payé par chèque ou par virement, pas en petites coupures usagées, hein, d'accord? Ça, vous voyez ça dans les films, mais dans la réalité, légalement, ça c'est interdit. On est d'accord? Alors, conséquence. Qu'est-ce que c'est que le salaire net à payer? Alors, le salaire net à payer, comment on va le calculer? Vous allez voir, c'est très logique. On y va. Le salaire brut, on est bien d'accord, moins les charges sociales, salariales d'URSSAF, hors réduction Fillon, moins les charges sociales, salariales versées aux autres organismes sociaux, jusque-là c'est normal, plus, vous vous souvenez, les réductions de cotisations sur heures supplémentaires s'il y en a, bien entendu, plus les indemnités ne supportant pas de charges sociales et non imposables au titre de l'impôt sur le revenu. Par exemple, ici, vous voyez, on va venir ajouter ici, plus le remboursement par l'employeur des frais de déplacement que vous avez faits dans l'intérêt de l'entreprise. Moins les acomptes versés par l'employeur pendant la période. Il est évident que si le 15 du mois, vous avez demandé 300 €, par exemple, d'accord, ben à la fin du mois, on ne va pas vous les donner, on va vous les retirer. Et moins également les éventuelles oppositions sur salaire. Alors oui, ça aussi, ça peut vous surprendre, mais l'employeur, alors attention, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, l'employeur est obligé de vous retirer ces oppositions sur salaire, mais pas dans n'importe quelle condition. Il est obligé, pourquoi? Parce que s'il y a opposition sur salaire, ce qu'on appelle juridiquement une opposition sur salaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un jugement qui a été rendu contre vous et que vous avez perdu, d'accord? Et que ce jugement, pour faire simple, dit que, eh bien, vous, salariés, vous devez, par exemple, verser une somme de 250 €, 500 € par mois pendant tant de temps pour le reverser aux impôts, aux caisses d'allocation familiale, par exemple. Alors, le grand classique, c'est statistiquement ce qui existe le plus souvent. Il y a les deux, c'est-à-dire que vous n'avez pas payé vos impôts. Eh bien, si vous travaillez, les impôts vous attaquent et vous font une saisie sur salaire, opposition sur salaire. On est bien d'accord? L'autre cas classique, c'est en cas de divorce, lorsqu'un homme a des enfants, divorce, etc., il doit payer alors une pension alimentaire, appelez ça comme vous voulez, enfin on ne va pas rentrer dans les détails, et il ne la paye pas. D'accord? Les allocations familiales portent plainte contre cette personne, contre cet homme dans le cas précis, dans cet exemple, et à ce moment-là, l'homme va perdre probablement au tribunal, et dans ce cas-là, le juge ordonne en fait à l'employeur de lui retirer tant sur son salaire pendant tant de temps. On est d'accord? Donc ça veut dire que l'opposition sur salaire, l'employeur ne peut pas ne pas vous la retirer, puisqu'il a reçu, et en fait, il en a reçu l'ordre de la part, dans mes deux exemples, du fisc ou des allocations familiales, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord? Okay? Mais ne confondez pas, il ne peut pas y avoir d'opposition sur salaire s'il n'y a pas eu jugement. D'accord? Alors, des affaires familiales ou du tribunal administratif concernant les impôts. Peu importe, il faut qu'il y ait un jugement. Attention, le salaire net à payer, il faut savoir le calculer. Ensuite, vous avez ce que l'on appelle le salaire net imposable. Donc, le salaire net imposable, c'est quoi? C'est le montant que vous devrez payer, enfin, que vous devrez, déclarer au titre de l'impôt sur le revenu. D'accord? Et vous allez voir comment ça se passe. Je vous rappelle qu'une partie de la CSG et de la CRDS, qui sont des cotisations que vous avez, qui ont été retenues sur votre fiche de paye, eh bien, une partie de ces cotisations ne sont pas déductibles, donc il faut les réintégrer dans le salaire net imposable. Je vous rappelle que les heures supplémentaires, pour l'instant, ne sont plus imposables au titre de l'impôt sur le revenu, et donc on doit les retirer du montant du salaire brut. Conséquence, voilà comment on calcule le salaire net imposable, donc c'est ça qu'il faut déclarer aux impôts. Je prends le salaire brut, moins les charges sociales salariales d'URSSAF, moins les charges salariales d'autres organismes sociaux, plus les cotisations salariales sur heures sup, d'accord? Ça veut dire jusque-là, c'est exactement la même chose que pour le salaire net, plus la CSG non déductible hors heures sup, plus la CRDS non déductible hors heures sup, et moins les heures supplémentaires exonérées d'impôt sur le revenu. Vous voyez, les heures supplémentaires,
comme elles sont exonérées d'impôt sur le revenu, elles ne sont plus imposables. On est d'accord ? Je vous montre ici que arithmétiquement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais arithmétiquement, on peut aussi calculer le salaire net imposable, non pas à partir, comme je l'ai fait, du salaire brut, mais ça peut vous arranger pour certains d'entre vous, à partir du salaire net. D'accord ? Donc c'est l'autre diapo, s'il vous plaît, à partir du salaire net. Donc le salaire net à payer, plus les indemnités non imposables, plus l'acompte, plus l'opposition, plus CSG non déductible, plus CRDS non déductible, et moins les heures supplémentaires. On est d'accord ? Alors, nous venons de voir la partie à la fois des charges sociales salariales, et nous avons vu également, donc, le salaire net à payer et le salaire net imposable. Maintenant, et évidemment, quand vous avez compris cela, vous allez comprendre facilement ce que l'on appelle les charges sociales patronales, les CSP. Donc, les charges sociales patronales, on va reprendre la même procédure, mais versées à l'URSSAF. Alors, les charges patronales versées à l'URSSAF, qu'est-ce qu'il y a ? L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, la contribution solidarité autonomie, les assurances familiales, donc les allocations familiales, l'aide au logement, d'accord, les assurances vieillesse plafonnées et déplafonnées, l'accident du travail, dont je vous disais que c'était variable selon la catégorie et l'activité de l'entreprise, le transport, taux variable selon l'activité et l'entreprise. Maintenant, vous avez les charges sociales patronales versées au pôle emploi. Donc là, vous avez l'assurance chômage et le Fonds national de garantie des salaires. Vous avez la prévoyance des cadres et des non-cadres, mais excusez-moi, vous avez, on est dans les charges sociales patronales. Je recommence, l'assurance chômage du Fonds national de garantie des salaires, j'y reviens tout de suite, ou de l'assurance générale des salaires. Une petite remarque, vous voyez, l'assurance chômage et le Fonds national de garantie des salaires, en gros, c'est quoi ? C'est un fonds auquel les employeurs cotisent, d'accord ? Et ça sert à quoi ce fonds ? C'est le fonds qui sert à payer les salariés entre le moment, par exemple, où l'employeur a déposé le bilan et le moment où les employés commencent à percevoir le chômage. D'accord ? C'est un fonds qui prend le relais. Pendant, il faut espérer que ce soit le plus court possible, on va dire 1 mois, 2 mois. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ce fonds-là qui sert de tampon entre le moment où l'employeur a déposé le bilan, ça veut dire qu'il n'a pas payé les salaires, et le moment où vous allez être pris en charge par l'assurance chômage, le Pôle emploi. Vous avez également les charges sociales patronales versées aux caisses de retraite complémentaires. Alors, il s'agit les organismes collectifs de cotisation de retraite complémentaire pour cadres et non-cadres, l'ARCO, la GIRC, la GFF, tout ce que vous voulez, la prévoyance de cadres et non-cadres, et la cotisation exceptionnelle temporaire pour les cadres. Bien sûr, si jamais l'employeur a des cadres, il doit payer aussi les cotisations à l'APEC, l'agence pour l'emploi des cadres, bien entendu, donc uniquement pour les cadres. Alors maintenant, nous voilà, on revient dans notre fameuse usine à gaz, mais cette fois-ci du côté patronal, parce que vous avez vu que du côté salarial, il y avait juste le taux qui était un petit peu complexe, mais vous allez voir que là on s'est fait plaisir, parce que quand même, il faut quand même se faire un petit peu plaisir dans la vie, et vous allez voir, on va aller un petit peu plus loin, dans l'usine à gaz. Alors, réduction des charges sociales patronales, réduction Fillon, merci Monsieur Fillon. Alors, le principe, c'est quoi ? C'est que les salaires versés inférieurs à 1,6 fois le SMIC, c'est-à-dire le salaire inférieur, alors au jour où je fais le cours, parce que vous comprenez bien que le SMIC peut être revalorisé régulièrement, est-ce que vous êtes d'accord ? Donc aujourd'hui, alors le salaire, ça veut dire inférieur à 151,67 heures multiplié par 8,82 euros et donc multiplié par 1,6 pour avoir le salaire inférieur à 1,6 fois le SMIC. Donc ça veut dire inférieur à 2140,32 euros exactement. Donc ces salaires qui sont versés inférieurs à 1,6 fois le SMIC ouvrent droit à un allègement des cotisations patronales de sécurité sociale
maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accident du travail et allocation familiale. Jusque-là, très bien. Quand je dis très bien pour les employeurs, puisque ça veut dire qu'ils ont un allègement pour les salaires inférieurs à 2140,32 € à la date où je fais le cours. Dans 3 mois, dans 6 mois, il suffit que le SMIC bouge pour que, évidemment, il faut l'adapter, bien entendu. Ceci est accessible à toutes les entreprises. Alors, ce dispositif, dit réduction Fillon, peut, le cas échéant, être cumulé avec la réduction des cotisations patronales applicables au titre des heures supplémentaires, troisième échelle de l'usine à gaz, applicable au titre des heures supplémentaires. Cet allègement peut se cumuler avec l'aide exceptionnelle à l'embauche dans les très petites entreprises. Très bien. La réduction s'applique aux salariés cadres ou non cadres, à condition, donc vous comprenez, qu'ils gagnent moins de 1,6 fois le SMIC. Parce que vous comprenez ce qu'on appelle les effets de seuil. Ben, ça veut dire que les employeurs vont tout faire pour payer les gens moins de 1,6 fois le SMIC, puisque sinon, au-dessus, ils n'ont pas de réduction de cotisation. Là aussi, cause à effet direct. Donc la réduction s'applique aux salariés cadres ou non cadres, quelle que soit leur date d'embauche, quelle que soit leur durée du travail, sous réserve, bien entendu, de 1,6 fois le SMIC, bien entendu. Quel est le mode de calcul de la réduction Fillon sur les charges sociales patronales? Alors, on commence, comme tout à l'heure, par ce qui est simple. La réduction, c'est un coefficient multiplié par la rémunération brute mensuelle. Vous allez me dire, monsieur Doucet, il n'y a pas de quoi appeler ça une usine à gaz. Je veux bien vous croire. Alors, quand même, on commence. Attention. La rémunération brute mensuelle pour le calcul de la réduction tient compte du salaire de base, des heures supplémentaires et des éventuelles primes imposables. Donc, il s'agit bien, la rémunération brute mensuelle. Vous voyez, c'est la réduction égale le coefficient, enfin un coefficient, multiplié par la rémunération brute mensuelle. Donc, comprenez bien, la rémunération brute mensuelle, pour le calcul de la réduction, tient compte du salaire de base, des heures supplémentaires et des éventuelles primes imposables. Donc, c'est bien le salaire brut tel qu'il apparaît sur la fiche de paye. Parfait. Fastoche, comme vous dites. D'accord? Trop top, comme vous dites. Très bien. Ne pas confondre avec la rémunération brute mensuelle pour le calcul du coefficient. Sinon, ça serait trop facile, dont on va voir la formule ci-dessous. En effet, pour le calcul du coefficient, on ne prend pas en compte les heures supplémentaires. Alors donc, on a vu que la rémunération brute mensuelle, super simple, c'est le salaire brut de la fiche de paye. Mais alors, pour le coefficient, calcul du coefficient, évidemment, rappelez-vous, on est en fiscalité là, donc ça serait trop simple. Donc on va en faire deux. Un pour les entreprises de plus de 19 salariés, et puis un pour les autres. D'accord? Alors, pour les entreprises de plus de 19 salariés, le coefficient, c'est 0,26 divisé par 0,6 multiplié par 1,6 fois le SMIC mensuel divisé par la rémunération brute mensuelle hors heure sup, attention, moins 1. Vous voyez, quand je vous parlais d'usine à gaz, vous y voilà au cœur. D'accord? Tout ça pour avoir des réductions patronales sur d'un côté les heures sup, comme on le verra tout à l'heure, ou simplement sur les charges sociales. Je vous garantis qu'il y avait probablement d'autres façons immensément plus simples pour arriver au même résultat financier global pour l'URSSAF, je vous rassure. D'accord ? Donc vous voyez un petit peu le principe. Vous voyez mieux pourquoi je vous disais tout à l'heure que s'il y a des réductions de ce type, ça sera rempli déjà sur la fiche de paye. Vous n'aurez pas à la calculer. D'accord ? Bien sûr, le coefficient est plafonné à 0,26. Bien sûr, d'accord? Ensuite, le calcul du coefficient pour les entreprises de moins de 20 salariés. C'est trop simple de le faire pour tout le monde. Les plus de 19 et plus, et pour les moins de 20. Alors, pour les moins de 20, c'est le même principe, sauf que le numérateur de la première partie de la fraction, ce n'est plus 0,26, mais 0,281. D'accord? Remarque 1. Le coefficient est plafonné à 0,281, bien sûr. Ensuite, remarque 2. Le calcul de cette réduction Fillon dépasse le cadre CETUE, donc, encore une fois, dans les cas pratiques, si jamais je vous mets des heures supplémentaires, d'accord, si je vous mets la réduction Fillon, ça sera, on est dans le patronal, réduction Fillon patronal, ça sera rempli. Et je vous mettrai en annexe la formule que je vous donne là pour vous montrer que c'est calculé pas n'importe comment. C'est-à-dire que l'usine à gaz fonctionne quand même.
On peut quand même, avec une machine, calculer quand même. C'est possible. On est d'accord sur le principe? Troisième remarque, si la rémunération brute mensuelle est égale exactement à 1,6 fois le SMIC, donc supérieure strictement à 2140,32, le coefficient sera arithmétiquement égal à 0. Donc pas de réduction Fillon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a de réduction Fillon sur les charges patronales de sécurité sociale que si le salaire est inférieur à 1,6 fois le SMIC, c'est-à-dire inférieur à 2140,32. D'accord? Donc, pas de souci. Maintenant, il y a aussi la déduction forfaitaire, toujours dans le cadre de la loi TEPA, déduction forfaitaire de cotisation patronale, mais attention, cette fois-ci, non plus sur la Sécu, mais sur les heures sup. Alors là, le principe, c'est plus simple, la déduction forfaitaire des cotisations patronales s'impute sur les sommes dues par l'employeur à l'URSSAF ou à la Caisse de mutualité sociale agricole pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire sans pouvoir dépasser ce montant. Encore une fois, extrait du Code des impôts et du Code, surtout dans le cas précis, de la sécurité sociale. Cette imputation s'effectue donc sur les cotisations patronales de sécu, assurance maladie, vieillesse, famille, accident du travail, maladie professionnelle, etc. Les autres cotisations patronales recouvrées selon les mêmes règles, c'est-à-dire le FNAL, donc le Fonds national d'aide au logement, le versement en transport et la contribution, solidarité, autonomie. Quel est le mode de calcul, tout ça? Parce que ça, par contre, c'est plus simple. Là, vous voyez, là je ne sais pas ce qu'il lui a pris à notre génie de la haute finance internationale qui nous a inventé ça. Là, d'un seul coup, il a dû avoir un moment d'égarement. Il a fait quelque chose de simple, d'un seul coup. Et donc, mode de calcul de déduction forfaitaire de cotisation patronale sur heure supplémentaire. Vous voyez, eh bien, elle est fixée à 0,50 € par heure supplémentaire pour les entreprises de plus de 20 salariés. Si, quand même, il nous a fait une petite barrière, quand même. Enfin, disons que là, c'est simple. Donc, si vous avez plus de 20 salariés, la réduction sur les heures supplémentaires de cotisation patronale, c'est 0,50 heures par heure. Et si jamais c'est moins de 20 salariés, la réduction est de 1,50 heures par heure supplémentaire. Donc voilà le principe de ces fameuses heures supplémentaires. Et encore une fois, le calcul de cette réduction de cotisation sur heures supplémentaires n'est pas au programme de cette UE, mais je voulais absolument que vous compreniez le principe. Enfin, nous allons voir un cas un petit peu, alors quand je dis particulier, c'est-à-dire ce qu'on appelle les charges sociales à caractère fiscal. Alors pourquoi je dis que c'est un cas un petit peu particulier? Mais parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez, quand on a vu le modèle, vous voyez que les charges sociales, salariales et patronales doivent apparaître obligatoirement sur la fiche de paye. Est-ce que vous êtes d'accord? Le problème, sinon aussi là aussi ça serait trop simple, et il n'y aurait plus d'experts comptables quasiment, d'accord? Donc ça serait trop simple, donc c'est pas possible. Donc il existe d'autres cotisations que celles-là, d'accord? C'est-à-dire ce qu'on appelle des cotisations à caractère fiscal. Donc, sur les fiches de paye n'apparaissent que les charges à caractère social, celles que l'on a vues jusqu'à présent. Mais il en existe d'autres à caractère fiscal, et voilà quelles sont les différentes charges sociales à caractère fiscal. Alors, versement effectué aux organismes habilités, par exemple, versement aux œuvres sociales, versement au comité d'établissement ou d'entreprise, versement à la médecine du travail, versement au comité d'hygiène et de sécurité. Ensuite, versement effectué non plus à des organismes habilités, mais cette fois-ci aux services fiscaux. Taxes sur les salaires, taxes d'apprentissage, mais ce n'est pas encore suffisant, il y en a d'autres. Versement également, alors là c'est un peu complexe, vous allez voir, versement effectué à des organismes habilités ou aux services fiscaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez la participation à la formation professionnelle continue, et vous avez la participation aux efforts de construction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas très, très compliqué tout de même. Bien ici, vous avez donc dans les versements effectués, alors ces deux versements, donc participation à la formation professionnelle continue et la participation aux efforts de construction. C'est donc des taxes obligatoires, fiscales, que doivent payer les entreprises
part patronale. Très bien. Eh bien, le chef d'entreprise peut soit, par exemple, vous allez comprendre, pour la participation à la formation professionnelle continue, le chef d'entreprise peut verser cette cotisation à un organisme collecteur qui peut collecter la formation professionnelle continue à condition que cet organisme ait été reconnu par l'État. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Agréé par l'État. Et le chef d'entreprise peut avoir le choix, à la place de dire ça, de dire « Ah non, non, moi je m'en fous, ou je ne connais pas, et j'ai pas envie de verser ça à un organisme de formation particulier, je ne verse pas. » Ben dans ce cas-là, c'est très simple, hein, le fisc dit « Ah bon, vous n'avez trouvé personne à qui verser, moi ça m'intéresse. » Et à ce moment-là, vous versez directement aux services fiscaux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? De la même façon, la participation aux efforts de construction. D'accord? Alors c'est pour ça que je vous ai mis la remarque. Pour ces deux types de charges, l'employeur dispose de deux solutions. Soit versement à un organisme habilité agréé par l'État et qu'elle aura choisi, soit versement aux services fiscaux par défaut si l'entreprise n'a pas choisi un organisme. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette première partie de cours sur les charges sociales. Alors, je voudrais que vous vous rassurez, d'accord? En même temps, c'est beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît dans le cadre d'un examen. Je vous assure, faites-moi confiance, dans la réalité, c'est l'enfer sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous verrez, vous qui êtes amené probablement à travailler, j'espère pour vous, dans un service comptable, vous verrez que dans un service comptable, il y a des choses qui sont assez régulées, assez classées, et il y a un service paye. Eh bien, vous verrez que le service paye, ça n'intéressera pas tout le monde, parce que tout ce qu'on vient de dire là, il faudra le mettre en application. Alors oui, il y a des logiciels, bien entendu, d'aide, évidemment, à l'établissement des fiches de paye. On ne les fait plus à la main. Mais là, ce que je vous fais là, j'allais dire, c'est pour les gosses. Je veux dire par là que là, il y a un cas de figure, un type de salarié, mais dans le monde réel, vous avez 200 types de contrats différents, avec des stagiaires, avec des rémunérés, des non rémunérés, avec des primes. Après, vous avez des gens à tiers-temps, à quart-temps, puis après, vous avez le problème des congés payés, des congés de maternité, des accidents du travail, etc., etc. Les heures supplémentaires qui sont payées, pas payées, lissées, pas lissées, récupérées avec du repos compensateur, etc., etc. Je vous dis, attention, tout ce qui concerne le social dans l'entreprise, enfin en tout cas en cabinet, parce que c'est souvent les cabinets qui sous-traitent pour les entreprises l'établissement des fiches de paye, je vous garantis que c'est un boulot qu'il faut l'aimer. En revanche, si ça vous plaît, je vous conseille de vous y mettre à fond, parce que là, on viendra vous chercher. D'accord? Parce que ça, c'est rechercher les gens à qui ça plaît de faire ce travail-là spécifique, le social, si ça vous plaît, je vous encourage, mais très, très, très sérieusement, à faire ça à fond parce que vous serez recherché, parce que peu de gens ont les compétences, ont le courage, etc., de se lancer à fond. Parce que toutes les cotisations dont on a parlé, je vous rappelle que dans le monde réel, ça peut changer à tout moment. Donc vous, qui faites les fiches de paye, vous devez vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Exemple, l'histoire de la loi TEPA avec les réductions Fillon. Mais très bien, monsieur Fillon, très gentil, merci monsieur le ministre, très bien. Mais le problème, c'est que monsieur Fillon, dans 3 mois, peut-être que on changera et on reviendra en arrière. Donc tout ce que je vous dis là, aussi bien dans 3 mois, il faut tout recommencer. Enfin, j'entends concernant les heures supplémentaires, la réduction, etc., aussi bien dans 3 mois, dans 6 mois, tout est mis en l'air, il faut tout recommencer. C'est ce qui vous attend si vous faites du social, enfin ce qu'on appelle du social en cabinet. Je répète encore une dernière fois, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Si ça vous plaît, je vous encourage vivement à aller dans cette voie-là parce que c'est très, très, très recherché. Ceux qui sont bons dans ce domaine gagneront bien leur vie et en plus feront le boulot qui leur plaît, bien entendu. Dans un prochain cours, ce que nous verrons, c'est cette fois-ci la mise, j'allais dire, en pratique de ce qu'on vient de voir. Parce que là, c'est la théorie, ça vous a mis la tête, comme on dit dans le midi, comme une cougourde. D'accord? Maintenant, on va le mettre en application et notamment, on verra le problème des plafonds. Je vous jure que l'histoire des taux, c'est rien. Il faut multiplier ça par ça. Vous avez la machine, c'est pas ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, vous allez voir, c'est de bien comprendre le problème de la base de calcul des différentes cotisations. Il n'y a que ça. Après, il faut savoir calculer le salaire net, ce que vous percevez, et le salaire imposable.
Après, les écritures, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. D'accord? Je vous remercie de votre attention et donc à la prochaine fois pour la suite du cours. Merci, au revoir.